du monde pour célébrer le retour de la paix au Mali et magnifier la mission du général Amadou Aya Sanogo. C'était hier à Ségou en présence de plusieurs membres du gouvernement. Célébration de la mythique phrase de Martin Luther King, « J'ai fait un rêve », prononcé le 28 août 1963. 50 ans après, le combat du pasteur noir reste d'actualité. Les manifestations de commémoration ont débuté hier samedi à Washington. Combat des populations de la commune 2 de Bamako contre l'insalubrité. La gestion des ordures reste un casse-tête pour les citoyens. La rédaction de Belle Actualité est allée faire un tour là-bas, constat dans le dossier de ce soir. Et puis, focus sur l'une des plus grandes figures du reggae africain, Tiken Jah Fakoly. Gros plan sur l'Ivoirien, l'enfant adoptif du Mali, à suivre en fin de journal. Merci de choisir notre chaîne. Bonsoir, bienvenue. La nouvelle mission confiée au général Amadou Aya Sanogo s'appelle désormais Sagesse et don de soi. C'est du moins la conviction des populations de Ségou qui ont organisé une cérémonie de reconnaissance et de prière. C'est un reportage de Kandesila. Et reconnaissance aux autorités pour la promotion de Amadou Aya Sanogo au grade de général et message de paix pour un Mali réconcilié, les populations ségoviennes se sont fortement mobilisées pour rendre grâce à Dieu. La cérémonie de communion a enregistré la présence des autorités régionales, de 8 membres du gouvernement, des élus de la nation et des responsables militaires et civils. Revue de troupes par le général Amadou Aya Sanogo et du gouverneur de Ségou, salutations des ministres et des personnalités, prestations des chasseurs du Bara de Ségou, des Korodouga et la lecture de la Fatiha ont constitué les temps forts de l'événement. Une occasion également pour les intervenants de prodiguer des conseils utiles à ce natif de Ségou, Amadou Aya Sanogo, dans sa mission de général et du président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Pour Ségou, cette nouvelle mission exige de la sagesse, de la retenue et du don de soi. Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Le général Amadou Aya Sanogo, très ému, a vivement remercié les populations de Ségou. Il a promis de relever le défi ensemble avec tous les Maliens. Je suis réellement comblé de joie. Comblé de joie parce que pour qu'il y ait cette fête, je pense bien qu'aujourd'hui on est à Kidal. Pour qu'il y ait cette fête, le Mali a connu une élection exemplaire. Et c'est la ville de Ségou, dont je suis issu bien sûr, qui a voulu me faire l'insigne honneur d'organiser cette fête pour célébrer la promotion que tout le Mali m'a donnée. À travers le président de la République, son Excellence, le professeur Djankouna Traoré. Je ne peux que me réjouir. Au-delà de tout ça, j'appelle encore les Maliens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de se rassembler encore autour du Mali. De se rassembler encore autour du Mali et de donner le meilleur d'eux-mêmes autour du Mali. Parce que comme Albert Camus disait, la meilleure façon de servir l'avenir, c'est de tout donner au présent. Donc que chaque Malien donne le meilleur de lui-même au présent. Ensuite, le nouveau chef d'État, démocratiquement élu, chef suprême des armées, il est temps que tous les Maliens se rassemblent autour de lui. Il ne pourra jamais créer ce rassemblement si tous les Maliens ne se réunissent pas autour de lui. La cérémonie a pris fin par les bénédictions des marabouts de Bokiwéré, venus pour la circonstance. Et voilà, la paix qui revient donc au Mali et l'heure est maintenant à la reconstruction du pays avec le retour des déplacés. En 5e région, l'opération de distribution de vivres se poursuit. Une initiative du projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées qui vient d'entamer sa 2e opération dans le genre au bénéfice de plus de 6600 personnes. Cela s'est passé à Sokoura et Sévaré. Correspondance Jules Sissoko. Ils sont au total 1034 ménages déplacés à Mopti, bénéficiaires de ce geste de solidarité du PADMO, un projet initié par SOS Village d'Enfants Mali. C'est ainsi que, au total, nous avons pu mobiliser la première fois 78,20 tonnes, 50 tonnes de riz, 9,100 tonnes de haricots et 2740 litres d'huile végétale. Ces mêmes quantités seront reconduites cette fois-ci pour 1034 familles. Cependant, je voudrais rappeler à celle-ci, c'est-à-dire aux populations déplacées du Nord, que la bienveillance des organisations humanitaires et l'hospitalité des populations d'accueil ne doivent pas leur faire oublier la nécessité, j'allais dire, le bonheur des retours dans leur localité d'origine, afin de pouvoir continuer à contribuer à l'œuvre de construction nationale.
La mise en œuvre de cette opération humanitaire a été rendue possible grâce au soutien multiforme de SOS Village d'Enfants France, le Grand-Duché du Luxembourg et la coopération autrichienne pour le développement, entre autres partenaires. Et voilà la paix qui revient au Mali, le Mali qui a réussi un bon scrutin présidentiel, qui a élu Ibrahim Boubacar Keïta à la tête de la magistrature suprême du pays, une situation dont se réjouissent les citoyens maliens qui manifestent leur fierté à travers des messages de félicitations et qui nous parviennent toujours ce soir, les messages de l'Alliance pour un Mali prospère, l'association des jeunes pour l'appui au développement de Banamba, la Fédération nationale des associations de femmes rurales du Mali, l'Amicale des anciens du service national des jeunes, le collectif des ressortissants du nord du Mali, tous adressent à Ibrahim Boubacar Keïta leurs félicitations pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays et lui assurent leur accompagnement dans la résolution des problèmes que connaît le Mali. Une dizaine de communes du nord et du centre touchées par le conflit viennent de bénéficier de matériel scolaire d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Le geste est de l'association des pouvoirs locaux du Mali à pays avec l'accompagnement des collectivités de France à travers le Fonds de solidarité pour le Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation et du renforcement des services sociaux de base. Nuhu Sissoko. Le lot de matériel scolaire en question est destiné à 10 collectivités des régions du centre et du nord de notre pays. Il est composé de 3500 livres de français et mathématiques, de cartons de craie et divers petits outils pour plus de 20 millions de francs CFA. C'est une activité qui rentre dans le cadre de la relance des services sociaux de base, tels l'éducation, la santé et l'hydraulique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'éducation. Les collectivités bénéficiaires se sont fixées comme priorité la réhabilitation du système scolaire. Le matériel reçu arrive au moment opportun, selon les autorités locales. Nous, région du Nord, ça fait 2 ans que nos écoles ne fonctionnent pas. Et tout le matériel est emporté par les assaillants. Avec cet appui, on est sûr qu'il y aura vraiment une ouverture de taille au niveau de nos écoles qui ont perdu 2 ans. J'ai passé les 12 mois de l'occupation, sinon plus, à l'intérieur de mon cercle, où tout le matériel didactique a été enlevé, où les bancs, les tables bancs et les chaises ont été transformés en bois de chauffe par les occupants. Si aujourd'hui, l'association met à notre disposition des fournitures scolaires, c'est une grande épine qu'on nous enlève du pied. Cet appui à certaines écoles des collectivités du nord et du centre concerne 4 communes de la région de Mopti et une commune de Ségou qui ont été touchées par la crise sécuritaire. Et nous restons dans le monde scolaire avec la clôture hier samedi de la 7e édition des cours de vacances couplés aux activités socio-culturelles et éducatives de l'école humaniste Silo de Kalabankoura. C'est en partenariat avec l'association italienne Un'altro Modo, c'est-à-dire un autre monde. Occasion pour les initiateurs et élèves de présenter à l'assistance les différents pays de l'Afrique. Les 3 premiers de la première à la 6e année ont reçu des fournitures scolaires. C'est un reportage de Agibou Koulibaly. Je m'appelle Noura Massen Djigiba. Je représente le Mali. La richesse du Mali est la jeunesse de sa population. Voici les enfants. Cette 7e édition des cours de vacances de l'école Silo représente pour les humanistes une philosophie de base de leur mouvement, à savoir le respect et la promotion des droits fondamentaux de l'homme tels que l'éducation, la santé, l'emploi. Pour un montant global d'1 350 000 francs CFA, ces cours de vacances, activités socio-culturelles et éducatives et donation de kits scolaires est destiné à plus d'une centaine d'élèves de Kalabankoura. Il est l'œuvre des volontaires humanistes italiens. Ces cours de vacances de l'école humaniste cadrent parfaitement avec les idéaux du centre d'accueil pour enfants en situation difficile Oasis. Nous, on soutient les enfants en situation difficile au Mali ici, dans certains nombres de quartiers, et grâce au soutien financier de ces Italiens qui
de loin comme de près, ne cessent de nous appuyer. Les élèves des cours de vacances de l'école humaniste ont été encadrés par des volontaires italiens et maliens. On fait 2 semaines du champ de travail, on appelle ça comme ça, un cours de vacances, où on peut encadrer les enfants de façon différente des méthodes maliennes. Par exemple, on a beaucoup de copies comme ça qu'on va donner aux enfants pendant le cours. On apprend de faire beaucoup de choses de mathématiques, de géographie, toutes les choses que normalement ils ne font pas à l'école au Mali, parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. Les 3 premiers, de la première à la 6e année, ont reçu des fournitures scolaires. En dehors des cours de vacances, activités socio-culturelles et éducatives, le Parti humaniste et l'association Unaltro Mondo ont parrainé 300 enfants. Depuis 2000, le premier enfant parrainé est admis au bac de cette année 2013. Un exemple à suivre, l'actualité hors du Mali maintenant. D'abord, un tour sur le continent avec quelques faits marquants, nos escales. La Tunisie avec le début des manifestations contre les islamistes au pouvoir. L'Afrique du Sud où les mineurs revendiquent une hausse de salaire de 60% dans le secteur de l'or. D'abord, l'Égypte avec le report du procès en appel pour corruption de l'ancien Raïs et de celui des leaders des frères musulmans. Voici l'actualité africaine en express et en images. Assis et non plus allongé, Hosni Moubarak est apparu dimanche dans le box des accusés du tribunal du Caire, en Égypte. Pas pour longtemps. Le procès en appel pour corruption et complicité de meurtre de l'ancien président égyptien et ses 2 fils a été reporté. Tout comme le procès de 3 responsables des frères musulmans. Malgré toutes les mesures de sécurité mises en place devant le tribunal, les 3 accusés n'ont pas été présentés à l'audience pour éviter tout rassemblement de partisans ou d'adversaires. En Tunisie, ces milliers de manifestants se donnent une semaine pour faire partir le gouvernement dirigé par les islamistes du parti Ennahda. Depuis l'assassinat du député d'opposition Mohamed Brahmi fin juillet, le pays est de nouveau dans l'impasse politique. L'opposition réclame la mise en place d'un nouveau gouvernement apolitique, ce que refuse Ennahda. La médiation du puissant syndicat UGTT n'a pas encore permis d'aboutir à un consensus. En Afrique du Sud, les mineurs voient rouge et lancent un ultimatum au patronat dans les rues de Johannesburg. Le principal syndicat des mineurs d'Afrique du Sud réclame une hausse de 60% des salaires dans le secteur de l'or. Les employeurs ont 7 jours pour satisfaire cette revendication sous peine de grande grève. Aux dernières négociations salariales, les compagnies minières ne proposaient que 6% de hausse. Syrie, l'utilisation de gaz toxique au cours des bombardements de mercredi dernier dans la banlieue de Damas se confirme. Affirmation des médecins sans frontières sur place. Gouvernement et rebelles se rejettent la responsabilité. Pendant ce temps, l'opposition et les pays occidentaux montrent du doigt le régime de Damas. Pour Washington, c'est la ligne rouge qui a été franchie. Les Américains qui renforcent déjà leur présence navale en Méditerranée. Médecins sans frontières est la première organisation considérée comme indépendante à confirmer l'utilisation de gaz toxiques au cours des bombardements de mercredi dans la banlieue de Damas. MSF ne s'est pas rendu sur place, mais l'ONG est en contact direct avec les médecins des hôpitaux ayant reçu des victimes. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'un nombre important de patients, un nombre très important de patients, se sont présentés dans les 3 heures qui ont suivi avec des symptômes neurotoxiques et cela n'est pas normal. L'organisation humanitaire compte 355 victimes des gaz, mais ne se prononce pas sur les auteurs de ces atrocités. En Syrie, le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement. Samedi, l'armée a invité des journalistes à venir voir une cache où la rébellion est supposée avoir stocké des armes chimiques. Les images montrent surtout du matériel de protection contre les gaz et des médicaments. La télévision chinoise a également rencontré des soldats syriens légèrement intoxiqués. Ces soldats avaient des difficultés à respirer. Ils avaient les amygdales enflées et une sensation de brûlure dans les yeux. L'opposition, quant à elle, et les pays occidentaux derrière elle rendent le régime syrien responsable des attaques chimiques de mercredi. Face à ces événements qui signifient clairement que la ligne rouge fixée par Washington a été franchie, les États-Unis ont décidé de renforcer leur présence navale en Méditerranée avec l'envoi d'un 4e destroyer.
Depuis Kuala Lumpur, le secrétaire d'État américain à la Défense a fait savoir que l'armée américaine était prête à agir si nécessaire. Le président Obama a demandé au département de la Défense de préparer des options pour tous les cas de figure. Nous l'avons fait. Tout va dépendre maintenant de ce que les inspecteurs de l'ONU vont trouver sur le terrain. Ce dimanche, des responsables syriens qui ont reçu la représentante de l'ONU pour le désarmement, Angela Kane, ont donné leur feu vert à des inspections immédiates sur les sites des bombardements dans la banlieue de Damas. Au pays de l'oncle Sam, on se souvient du combat de Martin Luther King. Mieux, on s'abreuve à cette source. Hier, à Washington, démarrait la commémoration du 50e anniversaire du célèbre discours du pasteur noir. « J'ai fait un rêve, I have a dream », prononcé le 28 août 1963. 50 ans après, beaucoup de choses ont certes changé, mais tout n'est pas gagné et le combat de Martin Luther King reste d'actualité car il y a encore là-bas des pratiques que les Noirs américains ne comprennent pas du tout. L'affaire Trayvon Martin est passée par là. 50 ans séparent ces deux images. 50 ans de lutte et de réforme pour concrétiser le rêve de Martin Luther King. Ce samedi à Washington, plusieurs dizaines de milliers d'Américains ont commémoré l'anniversaire du discours « Je fais un rêve », prononcé le 28 août 1963 par le plus célèbre des pasteurs noirs américains. Dans la foule, certains marchent peut-être sur leurs propres traces. J'étais un genou, j'avais 37 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de voir comment les choses ont changé pour les autres durant ces 50 années. Beaucoup de choses ont changé, mais le combat n'est pas terminé. Sur les pancartes s'affichent les revendications de 2013. Fin des discriminations, réforme du marché de l'emploi, droit de vote pour tous. Nous devons raviver la guerre contre la pauvreté, nous pencher sur les dettes des étudiants, planifier la reconstruction urbaine. Aujourd'hui, la priorité, c'est de nous approprier les législations. La tâche n'est pas accomplie. Le voyage n'est pas achevé. Nous pouvons et nous devons en faire plus. En faire plus pour éviter d'autres affaires Trayvon Martin. L'histoire de ce jeune Afro-Américain dont le meurtrier a été acquitté pour légitime défense a fait écho au discours de Martin Luther King. Le pasteur rêvait que ses enfants soient jugés sur leur caractère et non leur couleur de peau. Trayvon Martin était mon fils. Mais il n'était pas seulement mon fils, il est notre fils à tous et nous devons nous battre pour protéger nos enfants. Je n'ai pas d'enfant de son âge, mais j'ai élevé 2 fils et j'ai une petite fille. Et pour moi, ils devraient pouvoir marcher dans la rue sans être abattus. La régulation des armes à feu est l'un des fils rouges du second mandat de Barack Obama. Le président évoquera sans doute le sujet dans son discours de clôture des commémorations, mercredi prochain. Et nous revenons à l'actualité au Mali avec les membres du mouvement sabbatique qui se réunissent. C'était pour remercier leurs militants pour leur acte de citoyenneté à l'élection présidentielle du 28 juin dernier. Ils ont profité de cette assemblée pour les exhorter à faire de même aux prochaines législatives. C'est un reportage de Adama Koulibaly. La communauté musulmane, à travers le mouvement sabbatique 2012, avait organisé une grande assemblée qui s'est tenue à la grande mosquée de Bamako. L'objectif était de remercier ces militants qui ont montré leur citoyenneté pendant la présidentielle qui vient de se dérouler en sortant massivement pour voter. Le fond du mouvement sabbatique, c'est aujourd'hui un mouvement qui regroupe pratiquement l'ensemble des structures islamiques de la jeunesse. C'est un groupe de pression pour nos valeurs religieuses et sociétales. C'est une structure qui s'est impliquée dans ces derniers temps par rapport aux événements qui ont secoué notre pays, et notamment la crise du Nord. Cette assemblée générale du mouvement sabbatique 2012 a été saluée par les invités. Des représentants d'associations islamiques et leaders politiques avaient accepté de se rendre à la grande mosquée ce dimanche. Après lecture du Saint-Coran, bénédiction autour de l'union, la paix, la quiétude des personnalités invitées, le président du mouvement sabbatique 2012 a souligné qu'avec ses militants, il continuera à se battre pour amener le peuple à suivre
et à comprendre la gestion du pays. Aujourd'hui, nous voulons nous impliquer vraiment de tout ce qui concerne le Mali, tout ce qui concerne les Maliens à travers les questions d'intérêt national. Et nous pensons aujourd'hui que nous ne sommes pas dans une logique, il faut le dire, que tout le monde comprenne, nous ne sommes pas dans une logique de conquérir ou d'exercer le pouvoir. Nous sommes dans notre rôle, c'est-à-dire la citoyenneté participative pour la construction de l'édifice national. Ils étaient nombreux à cette assemblée, ceux qui ont fait des bénédictions au pays pour son développement dans la paix. La Chambre régionale d'agriculture de Kayes qui a tenu hier sa deuxième session consulaire. Les délégués des 7 cercles de la région ont fait l'état d'avancement des sous-projets du programme d'appui à la productivité agricole au Mali, PAPAM. Ils ont également examiné et adopté le projet de programme d'exécution technique et financière 2014, Mahamadi Aloubari. La présente session se tient dans un contexte de démarrage de la campagne agricole 2013-2014 et des difficultés financières pour l'exécution des activités liées aux retraites des bailleurs de fonds du PAPAM suite à la crise socio-politique et sécuritaire qu'a connue notre pays. Malgré cette situation difficile, la Chambre régionale d'agriculture de Kayes est en cours d'exécution de ce projet pour la réalisation et la réhabilitation de 2 périmètres maraîchers à Yelimane. Fourniture de kits pompage solaire et réalisation de 2 bassins de stockage dans 3 périmètres maraîchers dans le cercle de Kayes. Et enfin, la modernisation d'un système d'élevage laitier dans le cercle de Kayes. Au cours de cette deuxième session, les élus consulaires venus des 7 cercles de la région de Kayes ont examiné et adopté le projet verbal de la première session consulaire, l'état d'avancement des sous-projets d'accroissement de la productivité agricole en première région, le projet de programme d'exécution technique et financière 2014 du PAPAM et diverses questions du monde rural. Nous sommes résolument déterminés à promouvoir une autre agriculture basée sur des outils de production élevés et de productions optimales dans la vision de la loi d'orientation agricole, ouvrant la voie à la modernisation de notre agriculture et en permettant un véritable décollage de l'agro-industrie. Je vous invite alors à faire des analyses approfondies pour aboutir à des propositions concrètes et constructives pour améliorer la performance de votre institution consulaire dans le but de la réalisation des objectifs lui assignés par le gouvernement. Cette session consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Kayes se déroule au moment où nous observons une bonne pluviométrie. Les élus consulaires ont prié Dieu pour qu'elle se poursuive afin que cette année, nous connaissions une bonne campagne agricole. Et nous arrivons à notre dossier de ce soir qui porte sur la gestion des déchets solides dans la commune 2 de Bamako. Là-bas, les populations sont dépassées par l'ampleur du problème qui perdure. Le centre de transit des déchets solides déborde. Alors, question, comment évacuer ces montagnes d'immondices? L'équation reste posée. La rédaction de Mali-Actualité est allée aux nouvelles avec Garibou Pérou et son équipe qui ont rencontré les acteurs impliqués dans la gestion des ordures en commune 2 de Bamako. On regarde. Le ramassage des ordures du marché de Médine n'est pas effectif. Face à cette situation, les marchands et les responsables municipaux restent embarrassés. Les groupements d'intérêt économique faisaient la pré-collecte des ordures et les transportaient au dépôt de transit. La mairie, à son tour, les transporte au dépôt final. Cette chaîne connaît un dysfonctionnement depuis un certain temps. On n'arrive pas à avoir notre argent, c'est pour cela partout, moi quand même j'ai arrêté partout. Le marché de Médine aussi relève de la compétence du district de Bamako. Un endroit insalubre qui génère beaucoup de sous, mais dont nous n'avons pas un centime, mais que nous subissons tous ces désagréments. Vous voyez ce que ça fait? La ville de Bamako est en pleine extension. Pour offrir un service de qualité à l'ensemble des 6 communes, il faut mettre en place un mécanisme tournant, a souligné Sunkalo Koumaré, directeur des services urbains de voirie et d'assainissement. Pour ce qui est du cas particulier de la commune 2, en temps normal, nous avons 4 bennes tasseuses de 21 mètres cubes chacune qui font une rotation de 4 voyages. Nous avons tenté qu'on nous donne le droit de sol, c'est-à-dire en disant que le marché de Soulou se trouve en commune 2, donc pour le côté assainissement, on va donner cette partie-là à la commune 2, mais jusque-là, rien. Ce serait bon, c'est l'idéal, que chacune des communes puisse avoir sa voirie. Mais aujourd'hui, je pense que ça sera chose très difficile. Tout le monde est responsable, a estimé Ibrahim Yossi, navré par cette situation indélicate. À lui d'ajouter que le vrai développement, la santé et l'assainissement constituent 3 équations et un dénominateur commun
qu'il faut respecter pour contribuer au moins à la santé des citoyens. Bon, moi, j'ai venu ici, j'ai trouvé ici là, tout c'est sale. Bon, chaque personne qui prend son truc là, elle met ici, devant les routes des gitrons. Bon, les passages, les gens, bon, tous les gens viennent et voient ici, c'est pas bon. Bon, ça donne l'odeur, tout. Bon, moi j'ai dessiné, moi-même j'ai dessiné, j'ai fait tout ça moi-même seul. Il n'y a aucune demande de quelqu'un. Il sera très difficile pour nous d'assurer correctement nos missions si la population n'adhère pas à notre politique. La commune 2 est un bel exemple en termes d'amélioration des cadres de vie à travers le district de Bamako. Les rues sont pour la plupart pavées, les espaces verts sont bien aménagés. Vu ces grandes réalisations, il serait difficile d'imaginer que ces tas d'ordures vont encore longtemps rester pour troubler le cadre de vie des citoyens. Tout à fait, Garibou, Pérou. Alors, on va quitter maintenant les immondices, on va respirer un peu avec le sport. Le championnat d'escrime organisé par la Fédération malienne d'escrime a joué donc ses finales en dames et messieurs. Alima Dembélé chez les dames et Gaussou Koulibaly du côté des hommes ont enlevé le trophée. L'événement a eu lieu au centre Olympe Africa de Balankabougou. C'est un reportage de Isaac Tino. Ce championnat à l'épée organisé par la Fédération malienne d'escrime au départ a réuni 64 participants dont 23 dames. Pour l'acte final, chez les dames, Hawa Nyare du dojo de Djilibougou est face à Alima Dembélé du dojo de Kampara. La victoire est à 15 touches. D'entrée de jeu, Alima Dembélé se montre plus agressive. Elle provoque et oblige Hawa Nyare à épouser son rythme. Ce qui l'amène à engager des points, même si son adversaire reste quelque peu collé au score. À la pause, le score est de 11-8 pour Alima Dembélé. En seconde partie, Hawa Nyare ne peut refaire son retard et Alima Dembélé l'emporte 15-10. La finale des messieurs est largement dominée par Gaussou Koulibaly du Kampara. Il affrontait son homonyme Gaussou B. Koulibaly du centre Olympa Africa. Match très serré, les deux combattants vont chacun à l'assaut. Prorogation et vigilance se font remarquer de part et d'autre. À la pause, le score est de 13-10 pour Gaussou Koulibaly. Après ce repos d'une minute, la partie devient assez intéressante, avec de nombreuses parités, soit 13-13, 14-14 et finalement 15-14 pour Gaussou Koulibaly. Le championnat de l'épée est à sa deuxième édition. Avant d'organiser un championnat, il faut faire 6 journées et à 6 journées, on revient aujourd'hui on est à la finale de l'épée. L'épée, vraiment c'est une arme de l'escrime qui demande beaucoup d'adresse, de technique et là vraiment, là vous avez vu. Pour la finale que vous avez vu, que ce soit dames ou hommes, vous avez vu comment ils sont partis. Les 4 combattants n'ont pas démérité, dans la mesure où, depuis les scores 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, jusqu'à aller 14-14 et là, vers la fin, donc il y a une coupe double et le plus censé à gagner. Alima Dembélé en dames et Gaussou Koulibaly chez les hommes enlèvent le trophée de cette édition à l'épée. Il est l'une des figures emblématiques du reggae africain, ses thèmes de prédilection, la paix, la démocratie, l'Afrique unie est forte et tous ces autres messages qui disent aux Africains allez plus loin, montez plus haut. Il s'appelle Moussa Doumbia. Et si cela ne vous dit pas grand-chose, alors on vous dit Tiken Jah Fakoly. L'artiste musicien se veut simplement africain et œuvre aujourd'hui pour la promotion de l'agriculture avec 15 hectares de riz cultivés dans son village natal, c'est à Odjéné, là-bas, en Côte d'Ivoire. Tiken Jah Fakoly vit au Mali depuis 2002 et associe notre pays à son succès, et cela par l'ouverture d'un espace culturel ici à Bamako, espace appelé le Temple du Reggae et du Live Tiken Jah Fakoly, compté par Cheikh Oumar Sangaré. Le reggae est depuis des décennies une des tendances musicales les plus prisées dans le monde. Parmi ses propulseurs sur le continent africain, on peut citer Lucky Dubé, Alpha Blondy et les descendants de Fakoly. Né Moussa Doumbia, Tiken Jah Fakoly, comme on l'appelle, est ivoirien de nationalité. Pardon,
j'allais dire africain tout court. Depuis 2002, je suis au Mali et on m'a prouvé que je suis chez moi. Et quand je vais au Burkina, c'est la même chose. Je vais en Guinée, un peu partout, même dans les pays anglophones. Je me sens chez moi parce qu'on me le prouve. Donc voilà, donc je voudrais simplement dire que je suis Tiken Jah Fakoly, l'Africain. Le panafricaniste a vu le jour en 1968 à Odjoné. Très tôt, il fut influencé par la musique révoltante de Robert Nesta Marley. Commence alors une véritable passion pour ce courant musical à accent révolutionnaire qui lui sert désormais de moyen d'expression. Un jour, je suis tombé sur un anglophone qui m'a expliqué les chansons de Bob Marley et de Bernie Spears, en tout cas le reggae, le roi du reggae. Alors, quand il m'a expliqué les chansons, je me suis rendu compte que le reggae était une musique de combat. Et donc, j'avais des choses à dire et j'ai décidé de faire le choix de cette musique-là. Nous sommes en 1989. Le jeune chanteur crée son premier groupe de musique, les Djedi. Il monte sur sa première scène 2 ans plus tard, à Odjoné, toujours en Côte d'Ivoire. Un début n'est jamais facile et Tiken Jah le savait bien. C'est ainsi qu'il capitalise les enseignements des premiers échecs pour se forger un chemin et son premier album sort en 1993. Aujourd'hui, il en a une dizaine à son compteur et œuvre pour l'émancipation du peuple africain, la justice et la paix dans le monde. Toutes choses qu'il considère comme un devoir de Rasta. Le Rasta, ce n'est pas les druides. Le Rasta, ce n'est pas des gens qui fument ou quoi que ce soit. Le Rasta, c'est dans le cœur. Toute personne qui se bat pour la paix et la justice est un Rasta. Si vous êtes positif dans le cœur, que vous ne pensez pas du mal de votre prochain, que vous vous battez pour que le monde soit positif, vous êtes Rasta. Presque pas de studio ni de scène cette année. Pour cause, Tiken Jah est occupé par les travaux champêtres dans son village natal Goléban, à 850 km d'Abidjan. Objectif, montrer les chemins du champ à la jeunesse africaine pour faire face à l'insécurité alimentaire. Si on ne cultive pas le riz, on est obligé de faire venir le riz de l'Asie et le prix du riz augmente. Donc, en tant que leader d'opinion, j'ai décidé de montrer le chemin de l'agriculture à la jeunesse. Moussa Doumbia évolue dans l'humanitaire à travers son projet Un concert, une école. Si vous ne le savez pas, il est aussi jeune grand-père. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis grand-père de 2 petits-enfants à 44 ans. Je suis grand-père, donc je suis l'un des grands-pères les plus jeunes et les plus heureux. Tiken Jah Fakoly a reçu le 23 mai dernier le passeport universel pour la citoyenneté universelle au siège de l'UNESCO à Paris. L'Africain vous donne rendez-vous en avril 2014 pour son prochain album. Un album qui s'appellera certainement Dernier Appel, ce qui ne veut point dire dernier album. Moi je te laisse le Pakistan, si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Voilà, Tiken Jah Fakoly est l'une des figures emblématiques du reggae africain. Et si jamais vous voulez prolonger cette conversation avec Tiken Jah Fakoly, alors rendez-vous au Temple du Reggae et du Live. C'est son espace culturel ici à Bamako. Peace and love, not war. La paix et l'amour, pas la guerre, comme aiment le dire les reggaeman. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.